La COP28, c'est du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À ces rendez-vous internationaux sur le climat, la délégation malienne sera conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Ceux qui sont retenus pour ce déplacement étaient réunis aujourd'hui pour élaborer une feuille de route. Quatrième session de l'Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs. C'est Bamako qui abrite la rencontre. Les travaux de 3 jours se dérouleront autour du thème la problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion. La session a été ouverte en présence du ministre en charge de la communication, Alhamdou Aguilienne, avec à ses côtés ses homologues du Niger et de la Guinée et Conakry. Avec une cinquantaine de dossiers roule, la deuxième session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2023 a démarré hier lundi. La discrimination ethnique fait partie des affaires. Une session ouverte en présence du gouverneur de la région de Caille. Un mot de sport, Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Le Mali a battu cet après-midi le Mexique 5-0 en huitième de finale. Les cadets maliens retrouveront le Maroc le samedi en quart de finale. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et nous ouvrons ce journal par cette nouvelle sportive. Les cadets maliens sont en quart de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se joue en Indonésie. Ils ont battu cet après-midi le Mexique 5-0 en huitième de finale. Nous, bien sûr, le résumé de ce match avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Kodi Sibi et Sidi Modibo Dambélé au cours donc de ce journal. En marge des travaux de la 4e Assemblée générale des télédiffuseurs d'Afrique, le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga vient de recevoir en audience 3 ministres de la communication, celui du Mali, du Niger et de la Guinée-Conakry. Pour plus de détails, suivons le ministre guinéen des Postes et des Télécommunications au micro de Youssouf Diakité. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la 4e Assemblée des radios du réseau des télédiffuseurs africains. Et donc, nous sommes d'abord venus présenter nos hommages au Premier ministre, donc mes collègues et moi, c'est-à-dire le ministre du Niger, le ministre de la Guinée-Bissau et moi-même de la Guinée. Bien sûr, après l'invitation de notre homologue, le ministre du Mali, pour non seulement montrer la solidarité que nous avons vis-à-vis de du pays frère qui est le Mali, car nous savons très bien que l'histoire entre la Guinée et le Mali, c'est une histoire qui ne date pas de maintenant, c'est depuis les indépendances, mais également aujourd'hui nous avons des histoires communes, tous ces pays-là aujourd'hui. Donc nous sommes quand même là aujourd'hui pour montrer que c'est bien de venir au Mali, c'est quand même important aussi de montrer la solidarité africaine et aussi partager des expériences lors de cette 4e assemblée pour voir comment aujourd'hui régler la problématique de la pérennité des sociétés de télédiffusion en Afrique. Donc, mais en même temps aussi présenter non seulement nos hommages au gouvernement malien au nom de nos présidents respectifs. Et donc c'est un des objectifs de notre présence aujourd'hui à la primature. Nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a très bien reçus. Donc nous sommes très satisfaits de l'hospitalité malienne et nous comptons revenir encore une fois parce que nous sommes chez nous ici et nous espérons aussi recevoir encore la délégation chez nous en Guinée aussi pour montrer encore une fois la solidarité africaine des différents pays qui sont ici présents. Et également démontrer qu'aujourd'hui le Mali est un pays d'accueil où il fait bon vivre. Il serait quand même bien aussi d'encourager la présence des pays africains pour non seulement montrer qu'aujourd'hui la sécurité, elle est réelle dans ce pays-là, changer l'image ou la désinformation qui se fait aujourd'hui au niveau international, mais également montrer que nous pouvons non seulement venir ici partager des expériences avec les Maliens, mais aussi discuter des différentes problématiques réunissant les différents pays de la sous-région. Séance de travail cet après-midi entre le ministre en charge de la réconciliation et le collectif des Imouchaches et alliés de la région de Tombouctou. Les chefferies traditionnelles du Nord ont aussi pris part à la rencontre. À l'issue des échanges avec le ministre, ils ont réitéré leur soutien à la transition. Pour plus de précisions, écoutons le président du collectif des Imouchaches et alliés de la région de Tombouctou, Ibrahim Agnok. Il est au micro de Salimatan Dao. Nous sommes là dans le cadre de l'apaisement du pays, la cohésion sociale, l'intermédiation sociale. Et Monsieur le ministre nous a rassurés, nous a félicité de notre constance, notre accompagnement et nous a rassurés
qu'il procédera donc dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à un transfert d'une stratégie sur laquelle nos communautés auront un rôle important en termes de déclinaison d'approche pour l'atteinte des objectifs de la transition dans un vivre ensemble, dans une cohésion sociale au titre d'un Mali divers mais uni, du septentrion au sud, au centre, dans toutes ces entités sociales. Le collectif intégrateur des Imouchar et Ali et Tombouctou aura un rôle à jouer et jouera son rôle, l'a déjà joué depuis 2021 où nous avons mis sur les fonds baptismaux ce collectif avec plus de 2000 délégués, 212 chefs de village et fractions, 116 élus municipaux, 12 maires sur l'ensemble des 22 communes de la région de Tombouctou. Quatrième session de l'Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs à Bamako qui abrite la rencontre. Les travaux de 3 jours se dérouleront autour du thème « La problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion ». Les délégués vont aussi échanger sur l'épineuse question des bouquets dans l'espace UEMOA. La session a été ouverte en présence du ministre en charge de la communication, Alhamdou Aguilien, avec à ses côtés ses homologues du Niger et de la Guinée-Conakry. Modibo Mariko. La société de télédiffusion, c'est ce jeune cadet de l'espace audiovisuel qui a la lourde tâche et paradoxale de s'occuper de son aîné, celle de l'édition. Un jeune loup aux dents longues, très attendu, vu le rôle important qu'il joue dans l'écosystème médiatique. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les voyants des structures de télédiffusion en Afrique de l'Ouest sont loin d'être tous au vert, d'où la tenue de cette rencontre. Toutes nos sociétés de télédiffusion sont confrontées à des difficultés. Donc, nous sommes confrontés à la concurrence aussi et nous n'avons pas l'exclusivité de la diffusion. Donc c'est le lieu de discuter entre nos différentes sociétés et nous avons l'accompagnement de l'UEMOA. Donc plusieurs idées ont été proposées par l'UEMOA, notamment faire un bouquet sous-régional qui permettra à nos sociétés de diffuser. La particularité de la rencontre de Bamako, c'est qu'il y a une rencontre ministérielle. Et il y aura une cérémonie aussi de clôture avec les différents ministres de la sous-région. Les réseaux qui regroupent les télédiffuseurs en Afrique RAT se donnent comme tâche de faire un diagnostic des problèmes du secteur à la faveur de cette 4e Assemblée générale. Assemblée générale qui note la présence des ministres de la communication de la Guinée-Conakry et du Niger. Outre le thème central qui porte sur la problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion, les participants échangeront aussi sur les enjeux et perspectives de la télédiffusion, les services à valeur ajoutée, quelles opportunités pour les sociétés de télédiffusion, ainsi que les financements et la nécessité d'une réglementation du secteur dans l'espace UEMOA. Cette initiative fait suite à la prise de conscience que c'est dans un cadre de concertation et de partage d'expériences que les différents opérateurs pourront faire face aux défis qui se présentent à eux et jouer pleinement leur rôle d'appui aux États pour impulser un secteur de l'audiovisuel africain fort, dynamique, lucratif et inclusif. Les défis auxquels les opérateurs de diffusion TNT résident, entre autres, dans les pistes de financement pour finaliser les investissements pour l'exploitation du réseau de diffusion dans la recherche d'un modèle économique fiable pour l'ensemble des 10 opérateurs. Mettre en avant les notions de problématiques de viabilité n'est pas un signe de crise, encore moins de désespoir. C'est une preuve de vitalité, d'introspection sur la raison d'exister de nos différentes structures en charge de la télédiffusion. La problématique nous invite à aller au-delà de nos limites, au-delà du factuel, et continuer à construire le faisable et tout simplement le possible. Télédiffuser quoi? Comment et jusqu'où nos sociétés peuvent servir pour rester toujours utiles? Les questionnements se posent à une époque où, plus que jamais, nous sommes à l'ère de l'intégration des dispositifs numériques par les médias audiovisuels, et notamment par la télévision. Cette ère dite de plateformisation, ces mutations à la fois dans la production, la circulation et la réception des contenus audiovisuels interpellent les télédiffuseurs à s'adapter de façon réaliste au développement des technologies et de leur apport pour les éditeurs qui restent des partenaires de tous les jours. Les assises de Bamako se tiennent à un mois où les sociétés de télédiffusion sont dans un processus de migration vers le tout numérique avec plus ou moins de succès ici et là. Une problématique à élucider aussi au cours de cette rencontre. Et les résolutions et recommandations issues de 3 jours de travaux auront pour vocation à rendre les signaux définitivement clairs en vue de faciliter les prises de décision de nos gouvernements respectifs.
Les activités de la 4e édition du Salon du numérique agricole ont démarré ce matin à Koulikoro. Plus d'une centaine d'exposants participent à ce salon. Les jeunes start-up du secteur du numérique et du digital proposent des solutions pour l'amélioration de la productivité et la commercialisation agricole. Le thème de ce 4e salon est l'impact du numérique sur la rentabilité des productions agro-silvopastorales pour un développement agricole durable et inclusif. Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Ce salon du numérique agricole renforce les acquis des 3 précédentes éditions ici à Koulikoro. Cet espace met en contact direct les startups et les producteurs agro-silvopastoraux. Ceci dans le but de booster la productivité et la commercialisation de produits agricoles. Les autorités régionales placent beaucoup d'espoir sur le salon du numérique agricole puisque la région regorge d'énormes potentiels de terres cultivables. Le conseil régional, en partenariat avec Agrivision Sahel, accompagne de plus hautes des autorités qui s'engagent à faire du numérique un vecteur de la promotion du développement local et régional. La foire combinée au panel et exposée lors du salon donne l'opportunité aux jeunes startups de développer des solutions numériques et d'exposer leur savoir-faire. Les partenaires entendent continuer à soutenir l'initiative. J'ai la ferme conviction que le numérique peut jouer un rôle important dans tous les secteurs de développement au Mali. Je me permets de souligner que le numérique ne constitue pas un objectif en soi, mais un outil dont peuvent bénéficier les utilisateurs pour rendre plus efficaces ou écologiques ou performantes leurs opérations. L'amélioration de l'écosystème et la promotion de l'entrepreneuriat sont au cœur de la politique nationale du gouvernement en matière de création d'emplois. Cette foire du numérique agricole est donc en phase avec la vision des autorités de la transition. Le gouvernement de transition, sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a retenu un certain nombre d'axes de travail afin de trouver des solutions à ce problème. On peut citer, entre autres, le renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes à travers des programmes d'apprentissage, des stages de qualification professionnelle et de formation pour les diplômés, le développement de l'esprit d'entreprise, le soutien à la création et au développement des micro et petites entreprises. Le thème de cette 4e édition est l'impact du numérique sur la rentabilité des productions agro-silvopastorales pour un développement agricole durable et inclusif. Il est à rappeler que plus d'une centaine d'exposants participent à ce 4e salon du numérique agricole. Le Mali prépare sa participation à la COP 28. La rencontre internationale sur le climat se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La délégation malienne sera conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les participants étaient réunis ce mardi à la faveur d'un atelier de préparation. Les reportages de Salim Tandao et Gaussou H. Touré. Plusieurs départements et les services qui leur sont rattachés, le secteur privé, la société civile et les partenaires du Mali. Tous sont réunis pour échanger sur la participation du Mali à la COP 28. Cette rencontre internationale qui fixe les objectifs climatiques mondiaux. La rencontre fait suite à plusieurs réunions de la Commission nationale d'organisation. Le Mali fut l'un des premiers pays d'Afrique à mettre en place un fonds vert sur le climat. Et en plus, le Mali fut l'un des premiers pays d'Afrique à produire des experts mondialement reconnus qui ont servi au plus haut niveau sur la scène climatique internationale. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nous avons été dépassés par beaucoup de pays qui ont pris le train en marche bien après nous. C'est fort de ce constat que le Mali veut aller à la COP cette année avec une nouvelle approche. Cela se concrétise tout d'abord avec l'organisation d'un atelier de préparation. Il est présidé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le colonel Abdoulaye Maïga est le chef de la délégation malienne. Cet atelier résulte d'une double préoccupation légitime exprimée par son Excellence
le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir la défense constante des intérêts du peuple malien et l'utilisation judicieuse des ressources de l'État. À titre de rappel, la COP globalement se particularise à la fois par la nature hétéroclite des acteurs qui interviennent, les institutions de la République, différents départements ministériels, le secteur privé et la société civile. Et par conséquent, compte tenu de cette nature hétéroclite, un nombre assez important qui compose les différentes délégations nationales. C'est la première fois que le Mali organise un atelier de préparation pour la COP. Pour une participation réussie du pays à cette rencontre sur le climat, le colonel Abdoulaye Maïga pense qu'il est important de faire le point des acquis en matière de lutte contre le changement climatique et déterminer les futures actions à mener. Nous voulons obtenir le maximum de gains pour notre pays et notre population. Il est important de se préparer. Et dans cette préparation, comme on l'a mentionné tout de suite, il est également important de faire le bilan de la COP 27. Quels sont les gains que le Mali a obtenus depuis Sharm el-Sheikh? Et bien entendu, à partir de là, tirer toutes les conséquences. Également assigner, c'est important de le dire, un rôle très précis à tous les acteurs. Également trouver des pistes de collaboration et de gestion des autres acteurs. À Dubaï, sous la coordination du ministre d'État, la délégation malienne va communiquer sur les défis à relever. Sur cette base, notre pays pourra faire des plaidoiries pour le financement de projets concrets d'adaptation au dérèglement du climat. Envie de mener des plaidoyers pour une transition énergétique pour la COP 28 prochaine. Les acteurs de la société civile nationale se sont réunis ce mardi afin de produire un document de positionnement. Au terme de cette rencontre, un document de 5 pages a été élaboré avec des recommandations. Benoro Fofana. Oui, c'est fait. Les acteurs maliens de la société civile viennent d'élaborer un document à l'issue d'une journée d'échange. Le Mali, à l'instar des autres pays en développement, est exposé aux effets néfastes du changement climatique. Ainsi, l'élaboration de ce document entre en étroite ligne de la recherche de solutions aux problèmes énergétiques. Les défis énergétiques au Mali sont énormes. Vous avez vu actuellement toutes les populations en souffrent, alors que nous avons des potentiels extraordinaires. Le solaire, s'il est exploité, nous pouvons résoudre les problèmes essentiels de nos populations. Donc, pour nous, il faut vraiment une volonté politique. Des recommandations formulées par les participants au cours de cette rencontre pourront servir le Mali à atteindre son objectif, si toutefois elles sont mises en application. Une des recommandations, c'est vraiment investir dans les investissements et équipements d'énergie renouvelable. Et il faut vraiment faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que la volonté politique se traduise en actes concrets, pour que vraiment les souffrances des populations maliennes puissent être considérablement réduites en matière énergétique. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, s'engage depuis un certain temps à corriger les insuffisances à travers la priorisation de l'énergie dans les actions du gouvernement. Nous saluons donc la société civile dans ses interventions pour la promotion des énergies renouvelables et leur assurons de notre soutien total. Ce document de 5 pages, une fois validé par les autorités de la transition, pourra servir la délégation malienne à la COP28 prévue fin novembre à Dubaï. Cette rencontre d'élaboration a été rendue possible grâce à l'appui financier du Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest. Les rideaux sont tombés sur la semaine du numérique de Ouagadougou. À l'issue de cette semaine d'intenses activités ont été menées par les acteurs de l'écosystème numérique de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le déroulement de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Tamsir Diabaté, avec le concours de la RTB. Le Mali, le Burkina et le Niger, pays de l'Alliance des États du Sahel, décident d'aller vite et plus loin avec le numérique. Et à l'issue d'une semaine de réflexion, d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du numérique est initié un projet de mémorandum entre ces pays. Le dit projet met un accent particulier sur le déploiement des infrastructures, le maillage satellitaire, le flux roaming et une banque commune de la poste de la
AIS. Bref, capitaliser les acquis des 3 pays pour booster leur écosystème numérique. Et ce projet de mémorandum touche à tous ces aspects, aux aspects de communication, aux aspects, si vous voulez, sécuritaires, à tous les aspects. Et je pense que très prochainement, nous allons le faire signer. Cette rencontre a permis de renforcer l'Alliance des États du Sahel qui, à travers le numérique, qui est, si vous voulez, une colonne vertébrale entre tous, va renforcer, consolider tout ce qu'on faisait pour le faire mieux et permettre à nos peuples d'être en contact permanent sur toutes les questions de l'ère. Nous sommes pressés d'aller tout de suite à la mutualisation de nos efforts, de nos actions, de nos activités pour contribuer au développement et à la sécurisation de notre espace que nos chefs d'État ont appelé Alliance des États du Sahel. Il est important pour nous de consolider, renforcer nos liens, notre collaboration dans tous les domaines et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette 18e édition de la Semaine du numérique avec le Mali à nos côtés, notre pays frère et ami, également le Niger. C'était une semaine riche par l'élaboration de ce projet de mémorandum qui va très bientôt nous permettre de pouvoir mutualiser nos forces et de pouvoir lancer de grands chantiers dans le secteur du numérique au profit de nos populations. La semaine du numérique de Ouagadougou a regroupé des investisseurs, start-up, incubateurs et opérateurs de télécommunications. Cette rencontre qui a permis de donner une nouvelle impulsion au secteur du numérique fait du Mali. L'invité d'honneur, cerise sur le gâteau, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilien, est lauréat du prestigieux prix du Faso, le Yelenga. Les peuples sahéliens sont vraiment des peuples de même souche et vraiment qui s'expriment de la même façon et qui se font des cadeaux de la même manière aussi. Les cadeaux sont des signes de respect, de consolidation des liens sociaux et je pense que nous allons les cultiver davantage. Et le Mali a à son tour décerné la prestigieuse distinction, le Tiora, au ministre en charge de l'économie numérique du Burkina Faso. Nous sommes unis par beaucoup de choses, par la culture, par nos populations, par la géographie, le climat. Mais aujourd'hui, nous sommes également unis par cette adversité qui nous est imposée par le terrorisme. La semaine du numérique de Ouagadougou, c'était aussi la nuit des lauréats. Cette nuit des lauréats a primé des start-up, des structures et acteurs du numérique qui se sont distingués par leur ingéniosité et leurs efforts pour relever les défis du numérique au Burkina Faso. La résolution des problèmes énergétiques auxquels est confronté notre pays figure en bonne place parmi les sujets évoqués à Moscou par la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des Finances. Il a été question notamment de la réalisation d'ici juin 2025 de centrales solaires d'une capacité de 200 à 300 MW pour contribuer à résorber le gap entre la production et les besoins en énergie de notre pays. Les échanges ont porté également sur la réalisation de centrales éoliennes et de barrages hydroélectriques. Des études sur ces sujets sont envisagées dans les plus brefs délais. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances sur le volet énergétique de la visite de Moscou. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie. Donc cela va nous permettre de réduire, en tout cas très significativement, le gap qu'il y a entre la production qui est réalisée et la production qui est disponible au niveau de la distribution, étant donné tous les problèmes liés à la vétusté du transport et tous les problèmes liés aux sources d'énergie, parce qu'aujourd'hui nous produisons l'énergie sur la base du thermique. Donc sur ce projet, nous avons fait de grandes avancées. L'équipe technique qui était là a longtemps discuté pendant 2 jours avec la société Novavune et le délai pour l'installation de la centrale et de la mise en production de la centrale est fixé entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025. Donc déjà, cette société avait demandé des documents qui ont été analysés. Donc ils ont à peu près toutes les études disponibles aujourd'hui.
Ils doivent aller dans les meilleurs délais, en tout cas d'ici la fin du mois de décembre. Ils doivent aller au Mali pour se rendre compte de l'état du terrain, de la réalité du terrain, afin de pouvoir fournir un complément d'études et de faire toutes les offres financières. Nous avons rappelé que toutes les centrales solaires qui vont être réalisées, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons notre indépendance énergétique, seront faites en mode EPC. C'est-à-dire ils vont réaliser, ils le financent et après l'État du Mali va payer dans un délai de 3 à 5 ans. Donc les centrales vont appartenir à EDM parce que l'État a un contrat de concession avec EDM, c'est l'État qui doit mettre en place toute la stratégie de production d'énergie. Nous avons également travaillé sur les autres sources d'énergie renouvelable, notamment les barrages et les centrales éoliennes. Nous avons envoyé les études disponibles sur les différents barrages et nous avons également donné 3 études sur les centrales éoliennes dans les régions de Tombouctou, de Gao, de Kaï et même au centre. Donc les études sont en train d'être revues, retravaillées par la société et dans le même temps qu'ils vont venir pour faire l'étude sur les premières centrales photovoltaïques qui font 300 mégas, ils vont dans le même temps commencer à se pencher sur les études sur ces différents sites. L'entretien bilan que le ministre de l'Économie et des Finances a accordé à nos envoyés spéciaux est à suivre après ce journal. L'ambassadeur du Mali avec résidence au Caire en Égypte, Boubacar Diallo, a présenté le vendredi dernier ses lettres de créance au président érythréen. C'était au Palais du Peuple, une occasion pour le diplomate malien de transmettre les salutations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue érythréen. Cette rencontre a permis aussi de faire le tour d'horizon de la coopération entre les deux pays. L'apport des Maliens établis à l'extérieur n'est plus à démontrer. Des retours du pays, des retours bien sûr au pays. Ils investissent dans tous les secteurs d'activité, créant ainsi de l'emploi. C'est dans ce cadre que le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine a visité 2 entreprises maliennes dont les promoteurs ont bien voulu investir dans le pays après des années passées à l'extérieur. On découvre les entreprises visitées avec Mamadou Fane. C'est par la société Huleri Khan que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a entamé cette série de visites des investissements réalisés par la diaspora malienne. La société Huleri Khan produit de l'huile raffinée de coton, de l'aliment bétail et du savon. Un investissement qui a coûté aux promoteurs plus de 2 milliards de francs CFA et emploie plus de 100 personnes. Nous avons pensé qu'il était important que nos compatriotes qui ont évolué à l'extérieur, qui ont fait de l'argent à l'extérieur, mais qui ont décidé de ramener cet argent et de l'investir au Mali, ces compatriotes méritent qu'on vienne vers eux, qu'on leur donne un peu de notre temps et qu'on mette les projecteurs sur ces fruits du travail, du courage, de la sueur, de l'entrepreneuriat. Donc, dans cette usine de M. Khan, nous sommes très impressionnés parce que c'est une industrie pratiquement multifonctionnelle. C'est très encourageant, ça nous rassure. La deuxième étape de cette visite du ministre Moussa Agater a été le supermarché Chepret situé à Badlabougou. Cet établissement commercial est l'œuvre d'un Malien qui avait vécu en Angola. Après 12 ans d'aventure, il a décidé de venir faire ce projet-là au Mali. Les recommandations de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, se matérialisent par cette visite que le ministre nous a rendue ce matin. Et je crois que ça encourage. Donc voilà des choses qui peuvent en tout cas exciter. Ça, c'est un exemple. Je crois que tout le monde doit suivre. C'est un magasin réalisé par un jeune Malien et qui a fait son parcours migratoire en Angola, donc en Afrique. Ça aussi, c'est une particularité. Nous avons découvert un magasin attractif où il y a tout.
Au cours de cette visite, le ministre a salué l'engagement patriotique de nos compatriotes qui ont bien voulu apporter leur pierre à l'édification nationale en acceptant d'investir pour créer des emplois pour les jeunes et réduire le phénomène de la migration. Nous avons reçu des messages de félicitations des syndicats et associations ci-après. Tous saluent l'entrée des femmes à Kidal et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Le club des amis d'Amadou Toumanine Touré, le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, l'amicale des anciens responsables de jeunesse et sympathisants de la commune 5 du district de Bamako, le cercle de réflexion pour Menaka, l'association bien sûr des Kouyaté et Sekessi, l'association pour le progrès des peintres du Mali, la société coopérative simplifiée Djatorfa bien sûr et les femmes de AWEP du Mali, les syndicats national des pharmaciens du Mali, tous donc saluent l'entrée des femmes à Kidal et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Le ministre de l'élevage et de la pêche vient d'effectuer une visite dans les structures privées évoluant dans le domaine de la santé animale. Il s'agit de la pharmacie vétérinaire VetPro Distribution, l'hôpital vétérinaire de Bamako, le cabinet vétérinaire Mavep et l'entreprise Ciprovet. Objectif, s'enquérir des conditions de travail. Boubacar Bablentouré. Le ministre de l'élevage et de la pêche à la rencontre de 4 acteurs privés évoluant dans le domaine de la santé animale. La visite de terrain a d'abord concerné la pharmacie vétérinaire VetPro Distribution à Sogoniko et l'hôpital vétérinaire de Bamako à Faladje. À VetPro Distribution, les activités tournent autour de l'importation, la distribution des médicaments et matériels vétérinaires. Quant à l'hôpital vétérinaire de Bamako, il s'occupe de la prise en charge des animaux, de la consultation à l'hospitalisation, en passant par la chirurgie et les analyses. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir non seulement des conditions de travail, mais aussi les normes et la qualité des produits. Aujourd'hui au Mali, on a 126 cabinets de soins, pharmacies et autres. Et on a 5 grossistes importateurs et nous avons 160 mandataires sanitaires à travers le pays. Donc l'objectif c'est d'essayer de voir comment toutes ces structures qui s'occupent de la santé animale et santé publique vétérinaire travaillent. La deuxième et dernière étape de ce périple du ministre Ba, le cabinet vétérinaire Maïvet à Titiboukou et l'entreprise Ciprovet à l'ACI 2000. Au cabinet Maïvet, le ministre a pu constater le savoir-faire dans le domaine de la santé animale. Quant à Ciprovet, dernière étape de la visite, le ministre Ba a eu droit à une présentation de la société. Cette société 100% malienne se fixe comme objectifs principaux la promotion de la profession vétérinaire, l'approvisionnement correct du pays en produits vétérinaires. Il y a quelques difficultés, c'est la concurrence déloyale. Nous avons des gens qui viennent avec des produits illégalement et ça handicape le bon déroulement de leur métier. Et donc nous voulons vraiment que les services vétérinaires et les autres services de l'État fassent tout pour mettre fin à cette pratique déloyale qui en fait handicape même le développement de notre pays. Partout où le ministre est passé, il a invité ses acteurs privés à plus d'engagement avant de procéder à une visite guidée des locaux. Cérémonie de remise officielle des maisons de jeunes rénovées de Lassa en commune 4 du district de Bamako et d'Anka dans le cercle de Kangaba sur l'initiative du département en charge de la jeunesse. La rénovation de ces infrastructures socio-éducatives permet ainsi de renforcer la paix et la cohésion sociale. Ibrahim Kaoukonate. Grâce aux efforts du gouvernement de la transition, ces centres de loisirs des jeunes de Lassa et d'Anga ont été réhabilités avec l'appui financier de l'UNICEF à travers le projet Aménioron-Bolo du Fonds d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix. L'UNICEF, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, a réhabilité et équipé en matériel de radio 4 centres de jeunes. Ce sont les centres de Sadiola, de Danga, de Sikasso,
et celui de Lassa aujourd'hui. Ces espaces offrent aux jeunes de Lassa et d'Anga un cadre de partage et de dialogue dans le but de bâtir des communautés résilientes. C'est un endroit qui va servir vraiment de point de rencontre pour les jeunes. Et qui dit jeunes, il y a beaucoup d'aspirations, il y a discuter des problèmes de la jeunesse et trouver des solutions. On a également ici une radio qui s'appelle La Voix des jeunes et on a des journalistes jeunes qui ont été formés pour vraiment adresser les questions de jeunesse. Donc, je remercie vraiment les partenaires, UNICEF, Common Ground, le ministère de la Jeunesse pour cette activité. La Maison des Jeunes est le fruit de durs labeurs consentis par la jeunesse de Danga. Cette jeunesse qu'il faut saluer a bénéficié certes d'un appui et d'une aide conséquente dans le cadre du projet Ambenorombolo. Pour mieux véhiculer le message et animer des radios, les jeunes journalistes et techniciens de ces localités ont reçu des formations. La rénovation des maisons des jeunes au niveau de Lassa et de Danga, c'est d'abord un projet qui tenait à cœur le département. L'idée derrière, c'est comment remettre en fonctionnalité les différentes infrastructures qui sont dédiées aux jeunes. Mais spécifiquement, ici à Danga, je pense et à Tombola où nous sommes, c'est assez spécial. Nous sommes venus pour l'inauguration de la Maison des Jeunes et pour nous entretenir avec les jeunes. En marge de la cérémonie, le ministre Fomba, accompagné par les autorités locales, la présidente du comité de normalisation du CNJ, a échangé avec les jeunes sur l'organisation prochaine des États généraux de la jeunesse. La grande famille de la culture malienne est réunie au Centre international de conférences de Bamako dans le cadre des États généraux des centres et complexes culturels du Mali. L'objectif est de dégager des stratégies innovantes en vue de permettre à ces infrastructures de jouer pleinement leur rôle. Une initiative du réseau Kourouni en partenariat avec le projet Donko Nimaya. Mariam Koulibaly. C'est sous les notes de l'hymne national du Mali, interprété par la Koura, que le ton des États généraux des centres et complexes culturels au Mali est donné. L'événement regroupe les participants des 19 régions du Mali, en plus des centaines d'autres du district de Bamako. Les résultats qu'on attend de ces États généraux, c'est des réflexions inclusives de tous les acteurs culturels, artistes, promoteurs culturels, etc., pour qu'on en fasse des résolutions, des recommandations et même des feuilles de route qu'on va transformer en projets et développer ces secteurs-là au Mali. C'est une initiative très très importante pour mieux lier les acteurs culturels et les artistes sur tous les plans ici au Mali. Un pays tellement riche en culture et tellement riche en initiatives humaines. Je pense que c'est un trésor à valoriser. La rencontre qui se tend sur 2 jours est placée sous le thème « Place et rôle des infrastructures culturelles dans la promotion de la culture pour une économie durable et pour la paix ». Les infrastructures culturelles sont le socle sur lequel repose notre secteur des industries culturelles et créatives. Elles sont les gardiennes de notre patrimoine, les vecteurs de notre créativité et les catalyseurs de notre développement économique. Pour que la culture au Mali puisse amener les résultats escomptés, c'est de nous appuyer sur les centres culturels. On a des écoles pour former des artistes. On a des initiatives pour former beaucoup de techniciens. Mais ce qui manque aujourd'hui à la culture au Mali, je crois que c'est le management. Les recommandations qui sortiront de ces assises seront mises en œuvre pour l'émergence de l'industrie culturelle malienne. L'utilisation du téléphone portable dans les espaces universitaires, les thèmes est débattu à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication de Bamako. La rencontre vise à sensibiliser les étudiants sur une utilisation rationnelle de cet outil de communication au moment même où l'établissement s'apprête à accueillir une 60aine de nouveaux bacheliers en filière journalisme et communication. Batraoré. Le téléphone portable, cet outil de communication, est entré avec force dans nos mœurs ces dernières années. Si l'outil en soi est une innovation, son utilisation est sujette à des jugements divers.
Selon le conférencier du jour, le téléphone portable n'est ni bon ni mauvais, c'est seulement l'utilisation qu'on en fait qui peut tout changer. Utilisé dans l'espace universitaire, le téléphone portable peut être considéré comme un couteau à double tranchant. En milieu scolaire, il faut d'abord savoir que le téléphone portable a des avantages importants. Le premier, ça renforce les liens de sociabilité entre les apprenants. Et ensuite, par exemple, à travers les forums de discussion, les étudiants continuent à maintenir des contacts. Ils peuvent continuer à maintenir des échanges avec les enseignants. Ils peuvent avoir accès à des ressources numériques importantes, donc l'ensemble de la documentation dont ils ont besoin. En même temps, le téléphone portable a beaucoup d'inconvénients. Parce que vous savez, en milieu scolaire, il y a beaucoup d'apprenants qui peuvent être victimes de cyberharcèlement, de cybercriminalité, mais ça peut aussi être un outil qui est utilisé par les étudiants pour faire de la fraude, pour copier lors des examens. La direction générale de l'ISGC, École supérieure du journalisme et des sciences de la communication, a créé les conditions pour faciliter les recherches aux étudiants par le téléphone portable. Nous rencontrons beaucoup de difficultés aujourd'hui dans l'exécution de nos activités pédagogiques avec les étudiants, dans le sens où on voit beaucoup d'étudiants qui continuent d'utiliser les téléphones portables pendant que les professeurs donnent son cours. Donc ça peut non seulement déstabiliser le déroulement normal des cours, mais ça peut aussi créer, c'est-à-dire des moments de tension entre l'étudiant et l'enseignant. Et dans notre règlement intérieur, il est interdit formellement d'utiliser les téléphones portables dans la salle des cours. Au sortir de cette rencontre qui marque la rentrée solennelle à l'ISGC, les étudiants sont fixés sur le fait que l'utilisation du téléphone portable doit être rationnelle pour en tirer plus de bénéfices. Le président directeur général de la CMDT a bouclé par la filiale Centre Fana sa mission de supervision de la campagne d'égrainage, celle de la commercialisation et aussi de l'opération d'évacuation du coton-graine dans les ports. Dougou Fana Traoré. Le PDG de la CMDT a visité l'une des usines de la filiale Centre Fana. Là aussi, les machines lâchent les balles de coton en cascade. Le docteur Nangou Dambélé s'est réjoui du bon démarrage de la campagne d'égrainage dans cette filiale. À Fana, à la date du 19 novembre 2023, 7000 tonnes de fibres de coton sont déjà sécurisées. On peut dire que la campagne a officiellement démarré au niveau de la filiale Centre, au niveau de deux de nos unités d'installation, le 7 au niveau de Dioïla et le 11 au niveau de Fana ici. Les deux usines sont approvisionnées à hauteur de souhait. Le mandataire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, CSCPC, salue ce démarrage effectif des campagnes d'égrainage et de commercialisation du coton dans toutes les filiales visitées. De Bougouni en passant par Sikasso Koutiala et jusqu'à Fana, nous constatons que ce défi semble être relevé. Actuellement, les marchés coton sont approvisionnés par les producteurs et le coton que nous avons vu est de qualité. Auparavant, dans la filiale nord-est de Koutiala, le docteur Nangou Dambélé s'était imprégné du fonctionnement de l'Office de classement du coton, OCC. C'est un service clé qui sert à déterminer les variétés, la qualité et la gamme de coton à vendre sur le marché mondial. Au Mali, les types là sont classés en 3 groupes. Grade supérieur, grade moyen et grade inférieur. Et notre vente se fait en fonction des grades supérieurs. Et là, le coton du Mali, en grade supérieur, on a plus de 75% de notre production qui est en grade supérieur. Tirant les conclusions de cette supervision, le PDG de la CMDT reconnaît l'engagement des cotonculteurs et de l'encadrement de la CMDT. C'est avec grande satisfaction que je retourne à Bamako. Après avoir écouté les techniciens, ce que j'ai vu sur le terrain, la cadence s'est soutenue. Et vous avez vu à Koutiala déjà les évacuations ont commencé, ce qui est assez précoce. Et les taux quotidiens d'égrainage me donnent entièrement satisfaction. Et je pense qu'à ce rythme, nous devrons être en mesure de boucler cette campagne dans les meilleures conditions. L'autre point qu'il faut ajouter, c'est la reprise effective après la grande chute de la production de la campagne passée. De 380 000, nous touchons à peu près 690 000 tonnes, avec l'espoir que d'ici la fin, nous allons encore progresser dans ces estimations.
Pour une pleine réussite de la campagne de commercialisation, plusieurs pays de la sous-région, dont la Mauritanie et la Guinée, ont déjà donné leur accord pour le transit du coton malien par leur port. Avec une cinquantaine de dossiers au rôle, la deuxième session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2023 a démarré hier lundi. La discrimination ethnique fait partie des affaires inscrites au rôle. Une session ouverte en présence du gouverneur de la région de Caille, Kansoutou Kanouté. Cette deuxième session de la Cour d'assises de Caille intervient dans un contexte particulier d'allégresse nationale pour tout le peuple malien et pour tous les peuples du monde épris de liberté. Dans son réquisitoire, le procureur général a tenu à remercier et féliciter les plus hautes autorités du pays. Cet extraordinaire exploit est à mettre d'abord à l'actif de notre président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de son valeureux gouvernement sous la conduite éclairée du Premier ministre, le patriote et visionnaire Dr Shogel Kokala Maïga. Une cinquantaine d'affaires sont inscrites au rôle de cette session. Sont inscrites 50 affaires qui vont des atteintes à l'intégrité physique au nombre de 23, dont 3 cas d'infanticide. Aux atteintes aux biens au nombre de 10, dont 3 cas d'atteinte aux biens publics. Aux atteintes aux mœurs au nombre de 13. Aux affaires liées à la détention et à l'usage de stupéfiants. Et à 3 affaires de détention illégale d'armes à feu. La Cour d'assises, de par la sévérité des sanctions qu'elle sera amenée à prononcer, peut endiguer ce fléau. Nous appelons donc à la fermeté dans la prise de décision. Les avocats que nous sommes ont un rôle à jouer à ce niveau, car, et là c'est important, sans cette corporation, la justice serait déséquilibrée. Les présentes sessions se tiennent à un moment où le besoin de justice de la population est pressant au regard du contexte social tendu. Pendant cette justice mal comprise fait l'objet d'attaques récurrentes justifiées ou injustifiées, il y a lieu de faire comprendre que la justice ne suffit pas de donner la même chose à tout le monde, mais de s'assurer de répondre aux besoins de chacun. La justice se fait de façon ascendante à partir de la famille, de la personne et du pays. Donc la justice n'est que l'image de la société dont elle est issue. Désignés par le préfet, les 5 assesseurs ont prêté serment au cours de cette session de la Cour d'assises de Caille qui durera 2 semaines. Dans le cadre de la célébration de ces 7 ans, le bulletin d'information Negamag a organisé pour la 5e fois une cérémonie de distinction pour honorer 20 personnalités maliennes ayant contribué à l'édification du pays. Bokari Koulibaly. Ils sont footballeurs, artistes, organes de presse, acteurs de la société civile et politique. Bref, des personnes et sociétés engagées pour le développement du Mali qui viennent d'être ainsi distinguées. Des distinctions offertes en leur honneur par le magazine d'information Negamag pour service rendu à la nation au titre de l'année 2023. Parmi les récipiendaires, l'ORTM, qui s'adjuge le titre de meilleure télé citoyenne. Il faut reconnaître que ce trophée de télé, meilleure télé citoyenne est une reconnaissance des efforts de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui suivent l'ORTM et qui savent que nous faisons des efforts énormes pour informer les téléspectateurs, les auditeurs, et en même temps, c'est un appel à faire plus pour répondre davantage aux aspirations du peuple malien. Wassa Kouyaté est choriste. Ce trophée est le premier qu'elle reçoit de son pays depuis le début de sa carrière. Toute une fierté pour elle. Le trophée s'appelle Kora. On l'a dédié à mon instrument tant aimé, la Kora. Aujourd'hui, je suis tellement contente de ce premier trophée que je reçois de mon pays, du Mali. La nuit dédiée au mérite et au travail bien fait est une initiative qui vise non seulement à reconnaître les efforts, mais également à galvaniser les différents lauréats à faire plus et encourager d'autres à faire autant. Après la création du magazine, nous avons décidé l'année qui a suivi, chaque année, de faire une remise de trophées à des personnalités si tant démarquées des autres, en apportant leur pierre à l'édifice, des personnalités qui, chaque jour de la vie, travaillent, contribuent à l'avancement du pays. Au nom du ministre, je tiens à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette soirée. Vos réalisations exceptionnelles sont la preuve tangible que le talent, la détermination et l'innovation peuvent véritablement transformer nos domaines d'activité. 5e du genre, Negamag Golden People 2023 a comblé toutes les attentes selon les organisateurs. Rendez-vous est donc pris
pour la prochaine édition. Meeting patriotique suite à la libération de Kidal par les femmes dans différentes localités. On fait un tour à Sikasso, Ségou, Baguinida et Bourem avec nos reporters Amidou Diallo, Moustapha Doumbia, Batraoré, Alpha Maïga et Ibrahim Konate. C'est une forte mobilisation des forces vives de Kadiolo pour saluer les efforts des forces armées maliennes. Des efforts qui ont permis de libérer Kidal des mains des groupes armés terroristes. Les jeunes, les femmes, les chasseurs et les légitimités traditionnelles réaffirment leur soutien aux femmes ainsi qu'aux autorités de la transition. Les forces vives de Kadiolo remercient Assimi Goïta et ses éléments. Notre joie est immense aujourd'hui dans le cercle de Kadiolo. En plus de la libération de Kidal, nous soutenons toutes les actions de la transition. Les forces vives de Kadiolo ont marché sur une distance de près de 2 km. Elles sont reçues par le préfet du cercle qui a encouragé l'initiative. Cette marche de soutien à l'endroit de nos forces FAMA est la bienvenue. Et si aujourd'hui, grâce au bon Dieu, grâce aux bénédictions de nos aïeux, de nos grands-parents, de nous-mêmes, nos forces ont eu la victoire, le dessus sur l'ennemi, on ne peut que s'en glorifier. Manifester solennellement la joie des Ségouviens pour la libération de Kidal, adresser les sincères félicitations de tous Ségou aux autorités de la transition et aux FAMA, renouveler aux autorités de la transition les soutiens sans faille des populations de Ségou, tels sont les maîtres mots de ce meeting patriotique en 4e région. Un meeting organisé par la synergie des associations, des groupements des femmes, des organisations de la société civile et religieuse de Ségou. Merci Assimi Goïta, digne fils de ton peuple. Ton leadership exceptionnel a permis de sortir du gouffre ton pays. Nous saluons les femmes et réaffirmons nos soutiens envers eux pour la réussite de leur mission. À la fin de ce meeting, des bénédictions ont été formulées pour la réussite de la transition et un Mali uni et fort. Le collectif des forces unies de Baguineda sur l'artère principale de la ville pour une marche d'hommage aux femmes. La libération de Kidal est ainsi saluée par ces marcheurs qui, munis du tam-tam, du drapeau et des trompettes, portaient des banderoles avec des messages comme « Vive les femmes dans un Mali libre et réconcilié ». Les forces vives de Baguineda, considérant la prise de Kidal par les femmes de la manière la plus professionnelle, soutiennent la transition et restent entièrement à sa disposition. Originaire de Baguineda, le ministre de l'Agriculture ne pouvait rester en dehors d'un tel événement. Et moi, je crois que ça a incité les Maliens à se donner la main, à croire que s'ils sont ensemble, ils peuvent tout faire ensemble. Et c'est comme si c'était la fin des problèmes de sécurité au Mali, parce que tous les problèmes qu'il y a eu au Mali par rapport à l'insécurité sont partis du nord. Donc nous avons pensé que Kidal était presque le berceau de toutes les dissensions qui sont à l'intérieur du Mali. En moins de 10 heures, les forces de défense et de sécurité ont libéré Kidal. Maintenant, il y a des actions à faire, à mener par les plus hautes autorités afin que Kidal revienne dans le giron malien. De la jeunesse à la CAFO, en passant par le conseil municipal, tout Baguineda s'est impliqué pour exprimer son soutien aux femmes et à la transition. À l'issue de la marche, une copie de la déclaration a été remise au sous-préfet qui promet de la transmettre à qui de droit. Au lendemain de la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes, les forces vives de Bourem ont manifesté leur joie par une caravane qui a sillonné toute la ville. Les populations locales et les autorités administratives et coutumières ont salué ensemble et dans la communion totale les prouesses des forces de sécurité. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur retrouvé. Cette reconquête de Kidal, symbole de la vaillante armée, a reçu les mots d'encouragement de l'Association pour le développement du cercle de Bourem. Cette célébration est mise à profit par les responsables du mouvement Mali Espoir pour magnifier la reconquête de Kidal par nos femmes et de la montée en flèche de nos vaillants militaires. Cette montée en puissance de l'armée malienne
nous a permis d'avoir une armée républicaine très performante, prête à accomplir pleinement sa mission régalienne à travers tous les pays. Cette cérémonie a permis aux organisateurs de mobiliser les militants de la commune 1, les membres du bureau national et les organisations partenaires du mouvement. On a été mis sur des fonds baptismaux à partir du 19 novembre 2022 et on a été créé exclusivement en soutien aux actions de la transition. Je voudrais vous inviter à saluer et encourager ces efforts consentis par les autorités de la transition qui viennent encore une fois de plus renforcer les FAMA pour bien contrecarrer les forces du mal. La prise de Kidal par nos FAMA confirme totalement la souveraineté nationale est retrouvée. Les cadets maliens sont en quart de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se joue en Indonésie. Ils ont battu cet après-midi le Mexique 5-0 en 8e de finale. Le résumé de ce match avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Kodi Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Dès les premières minutes, les Maliens font parler le collectif. Ils ouvrent le score à la 8e minute de jeu suite à une belle combinaison conclue par Mahmoud Bari. Le jeu malien est de plus en plus fluide et efficace. Mahmoud Bari signe le doublé après 13 minutes, suivi d'un autre but cette fois-ci par Ibrahim Diarra. Les Mexicains frôlent la correctionnelle pendant les minutes qui suivent avec plusieurs autres occasions nettes loupées de justesse par les attaquants maliens. Les Aiglonnais ne relâchent pas. Ibrahima Kanaté transforme un penalty pour porter le score à 4-0 à la mi-temps. Difficile de rester concentré avec une telle avance, surtout lorsque l'adversaire semble résigné. Pourtant, les Aiglonnais reprennent leur festin en deuxième période. Jouant un football court et précis, ils ajoutent un autre but par Ange Martial et gèrent bien le reste du temps. Score final 5-0, rien à dire, ça a été une véritable démonstration. La clé c'était l'application, et puis voilà, les enfants sont très motivés, et puis voilà, ils ont pu profiter au début du match pour marquer des buts très vite. Et puis voilà, c'est ça qui nous a facilité la tâche aussi. Bon, on se prépare, on récupère et puis voilà, les choses, j'espère qu'on va prendre les 3 points pour se qualifier. Pour toujours à nous soutenir et puis voilà, qui nous donne du courage et puis des motivations à travers les médias. La clé du match c'était la collectivité, donc on a joué ensemble, on a respecté les consignes du coach, donc on remercie Dieu pour la qualification. Ouais, je me sens fier. Les cadets maliens retournent sur leur base à Surakata ce mercredi pour jouer en quart de finale samedi à 12h, heure de Bamako, contre le Maroc. Après une vingtaine d'années de lutte syndicale, l'ancien secrétaire général du comité syndical de l'ERTM, Abdrahmane Fatouré, a tiré sa révérence bien sûr, hier 20 novembre 2023. L'homme fut un syndicaliste au vrai sens du mot. Le natif de Gao a été conduit en sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Sirakoro. Boubacar Kanouté. Le monde de la communication en général et les travailleurs de l'ORTM en particulier ont appris avec une grande peine le décès brutal de leur ancien secrétaire général du comité syndical. Il a dirigé pendant plus d'une décennie cette fêtière. Abdrahmane Fatouré, né le 28 août 1965 à Bakoundje, région de Gao, se couche à jamais. Après 25 ans de loyaux services rendus à l'ORTM et à la nation. Recruté en 1998 comme comptable, l'homme a gravi les échelons. Jusqu'à sa mort, ces jours fatidiques, l'inspecteur des finances occupait le poste de chef de division recouvrement à l'agence comptable. Travailleur acharné, d'un commerce agréable, il était très attaché aux valeurs sociétales comme le Sanakounia. Je voulais vraiment saluer la mémoire de l'illustre disparu, Abdrahmane Fatouré, agent motivé, engagé pour la défense des travailleurs. Il a montré à plusieurs reprises et à son actif aussi plusieurs dossiers aujourd'hui qui avancent allègrement pour le bonheur des travailleurs de l'ORTM. Je peux citer tout simplement le dossier de la tour de l'ORTM qui est aujourd'hui en chantier, le dossier également de la redevance de l'ORTM, pour ne citer que ces deux dossiers-là, mais pour dire que sur l'ensemble du territoire, partout où il y avait les travailleurs de l'ORTM, Abdrahmane Fatouré était là. Ensemble, nous avons sillonné
toutes les régions, là où nous avons des stations ORTM, pour justement faire la mobilisation autour de la maison commune, c'est-à-dire l'ORTM. Donc, c'est vraiment une grosse perte pour la maison, mais également pour la centrale syndicale UNTM. Touré était un grand monsieur, un grand syndicaliste déterminé à défendre les droits des travailleurs de l'ORTM, les travailleurs du SINIPIL, les travailleurs de l'INTM, les travailleurs du Mali tout court. Un homme qui ne badinait pas avec les droits des uns et des autres. Touré a apporté beaucoup de choses à l'ORTM. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. L'homme que nous pleurons aujourd'hui a été aussi acteur dans la série Walaha, d'où cet hommage mérité. Depuis 1999, je travaille avec Touré. Mais j'ai dit que c'était un artiste complet, un diplomate, parce qu'on a beaucoup de situations de crise pendant les concours de tournage, et c'est lui qui nous aidait à résoudre ces problèmes-là. Il était comédien, il était régisseur. On a fait le Pacte social, mon premier film, mon deuxième film, Tronquelé, Les aventures de Seco, tout. C'est lui qui nous a aidé à faire beaucoup de films à l'ORTM. Amis, parents, connaissances et collègues de service reconnaissent la valeur intrinsèque de l'homme. Mon cousin, il est rassembleur, il est unificateur, fédérateur, il est tout. On remercie aussi les gens avec qui il a travaillé, collaboré pendant des décennies. L'ORTM, vraiment, nous en sommes très fiers, très satisfaits de ce que vous avez fait. Une fois, c'est le monument du mouvement syndical. Au niveau du SINIPIL, moi qui suis son adjoint, ce qu'on a perdu, on sait ce qu'on a perdu. Mais tout ce que nous on souhaite aujourd'hui pour sa famille, parce que vraiment le mot nous manque, à la Kadar Osman. Loin de la terre de ses aïeux, la cité des Askia, Abdrahman Infat Touré, l'ex-secrétaire général de l'ORTM, secrétaire général du SINIPIL, secrétaire adjoint de l'UNTM, membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a été inhumé au cimetière de Sirakolo-Meguetan. Paix éternelle, doyen. Dors en paix, chers collègues. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.